Julie Royer est une auteure mascoutaine prolifique. Elle est aussi bien connue des jeunes parce que depuis 2011, elle écrit et co-anime Gribouille-Bouille, une émission sur les ondes de télé Cogeco qui a remporté le prix de la meilleure émission littérature jeunesse à 2 reprises. Julie Royer, bonjour. Bonjour, Josée. Bienvenue à l'émission. Merci. Julie, depuis un bon moment, vous vous promenez avec votre guitare, vos livres, vos chansons pour faire la promotion de la lecture auprès des jeunes. Mais quand vous avez commencé à écrire, est-ce que c'était dans le but de faire la promotion de la lecture ou c'était simplement un message, le plaisir d'écrire? Quand j'ai commencé à écrire, oui, c'est vrai, je voulais transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, mais j'ai commencé à vouloir promouvoir la lecture auprès des jeunes avant même de commencer à écrire. En fait, depuis 25 ans, je fais de l'animation auprès d'enfants de tous âges, mais plus particulièrement auprès des petits, avec un personnage qui s'appelle Gribouille-Bouille, personnage qui est né un peu comme par accident, parce qu'on m'avait invité à un moment donné à faire de l'animation au centre-ville. On avait entendu dire que je faisais de l'animation, que j'avais un personnage de clown. Je ne sais pas où la personne s'était informée, mais en tout cas, c'était pas tout à fait ça. Mais comme j'étudiais à l'université en littérature, puis là, j'avais besoin de sous, j'ai accepté le contrat. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à faire de l'animation, des sculptures de ballons, des maquillages, des tours de magie, à animer des fêtes d'enfants. Et puis, tout ça parallèlement à mes études. Puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait génial d'amener des livres à la fête et de faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants, que la lecture, ça peut être aussi captivant, spectaculaire, amusant, ça peut nous amener partout, nous faire vivre toutes sortes d'aventures. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à ça, je pourrais commencer à écrire aussi mes propres histoires et pourquoi pas mes propres chansons. On sait que vous aimez les chapeaux, oui, les chats, oui. Mais j'ai lu aussi que vous auriez aimé être espionne. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Oui, j'écoute encore beaucoup de films d'action, des films d'espionnage. Mais quand j'étais jeune, mon père était policier, ensuite il était enquêteur, plus tard détective privé. J'ai d'ailleurs été sa secrétaire pendant que j'étudiais à l'université. Alors je tapais ses rapports d'enquête, je le suivais de près et je trouvais qu'il menait une vie passionnante. Et puis en même temps, mon idole de jeunesse, c'était vraiment la femme bionique. Je suivais son émission à toutes les semaines, je m'identifiais à ce personnage-là, je voulais soulever des voitures, sauter par-dessus des buildings, écouter des espions, être bibliothécaire le jour et puis espionne le soir, là, c'était vraiment mon rêve. Oui, mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'écrivais puis je lisais plus vite que je courais, puis que d'ailleurs j'aimais l'aventure, mais bien à l'abri, sous les couvertures. Hein. Votre dernier roman, Pareil, pas pareil, là, ça nous raconte le vécu de 2 jeunes jumelles qui sont pareilles, mais qui voudraient souvent ne pas l'être. Malgré qu'elles ont quand même un lien plus fort qui les unit que ce qu'elles veulent bien nous laisser croire. Ça vous est venu comment l'idée de parler de 2 jumelles? En fait, c'est mes éditrices chez Boomerang qui m'ont envoyé un matin un courriel auquel était jointe la première de couverture et la 4e de couverture de ce roman à écrire. Elles m'ont dit, tiens, Richard Petit, qui est auteur-illustrateur chez Boomerang, a dessiné la couverture et a imaginé un résumé d'histoire. Est-ce que ça te tente de l'écrire? Alors, elles m'ont mise au défi. Et puis, je l'ai accepté, ce défi-là, parce que écrire, je considère que c'est un jeu. Alors, j'ai décidé de participer au jeu. Bonjour et bienvenue à l'heure du thé, mesdames. Comme à tous les jours, nous avons 2 thés en dégustation. Je vais vous laisser les déguster et les choisir. Je vous présente rapidement. Le premier thé, c'est le Dong Par. C'est un oolong de Chine qu'on importe nous-mêmes. Le oolong, c'est une petite famille qui est entre le thé vert et le thé noir, mais un thé nature. Et le deuxième thé, c'est un thé aromatisé. Donc, on l'a baptisé le thé des écrivains. Ah. C'est un mélange qu'on fait nous-mêmes ici, un mélange de thé vert, thé noir avec un petit côté agrumes, fleurs de tournesol. Je vous laisse déguster. Également, en accompagnement, le petit péché, qui est le gâteau aux fruits retravaillés, et les macarons qui sont préparés ici par ma conjointe qui est pâtissière chocolatière. Je vous laisse déguster ça. Merci. On goûte? Oui. Le thé des écrivains, c'est inspirant. Il est particulièrement savoureux, oui. le second. Peut-être que moi, ça me donnerait de l'inspiration. Oui. Vous écrivez déjà? Oui, j'ai une belle théière que mon ami Régent m'a offerte en cadeau pour Noël. Oh. Alors, je vais me procurer le thé des écrivains pour la suite des aventures de mes personnages.
Vous nous disiez que ça avait été une commande, finalement. Oui. Pareil, pas pareil. Oui. Donc, un processus un petit peu amorcé à l'inverse de ce que vous faites habituellement, puisque vous n'êtes pas parti d'une idée qui vous est venue, mais plutôt de ce qu'on vous soumet et vous aviez à travailler à l'intérieur de ça. Ça s'est passé comment? Je me suis glissée dans la peau des deux personnages, puis ça s'est écrit tout seul, cette histoire-là. Parce que c'est aussi très drôle. Oui. Elles sont à un âge où elles sont jumelles, donc elles veulent leur personnalité propre, mais se distinguer. Puis à cet âge-là, c'est aussi ce qu'on vit individuellement. On veut être original, mais pas être à part. Donc, elles vivent des choses très rigolotes. Oui. Elles m'ont beaucoup amusée avec leur amie, qui, elle, est copine avec chacune des jumelles, mais avec qui elle a une relation différente parce qu'elles ont deux tempéraments vraiment opposés. Je me suis inspirée beaucoup de ma nièce Léonie et de son frère, que j'observe beaucoup quand ils viennent à la maison ou quand je vais les visiter, le rapport qu'ils entretiennent avec leurs amis. Et puis aussi, j'ai pensé à ma propre enfance. Hein. C'est comme ça, je pense, hein, que plus ça change, plus c'est pareil, finalement. Est-ce qu'ils l'ont lu, votre livre? Léonie, elle a commencé à lire. D'ailleurs, elle se reconnaissait beaucoup dans la princesse au début. Ah, qu'on ne me comprend pas. Oui, comment pas oui. dans le bon château. Oui, c'est ça. Oui, puis ses amis en classe aussi sont en train de le lire. Et est-ce qu'elle vous a fait des commentaires, puisque vous vous étiez inspiré d'elle et de son frère? Est-ce que ça, elle a bien réagi à ça? Oh oui, oui, elle est contente d'ailleurs parce que je le lui ai dédié. Et puis, c'est ça, j'ai écrit à Léonie, ma princesse lionne. D'accord. Elle en est très fière. Oui, elle m'a dit d'ailleurs que je pouvais en écrire d'autres, hein, puis écrire son nom. Qu'elle aimait ça. Une invitation. Oui, c'est ça. Oui, elle est fière, Léonie. Est-ce que vous avez des commentaires de vos jeunes lecteurs, lectrices? Bien, au sujet de Pareil, pas pareil, j'ai reçu l'autre jour une personne qui a offert le livre à deux sœurs de son entourage. Puis elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait vraiment l'impression que j'avais écrit ça en les utilisant comme modèle dans la relation qu'elles vivent les deux personnages. Puis qu'il y en a une qui est plus princesse et que l'autre est davantage lionne, que c'était vraiment... Conforme à votre livre. Oui, que les lectrices étaient reconnues, c'est ça. Puis la famille, d'ailleurs, puis ça les avait fait beaucoup rire. Ah, bien, écoutez, merci de cette belle présence. C'était très agréable et on a hâte de vous lire puisqu'il y en a d'autres à venir, je suis certaine. Oui. Merci. Merci, Josée. Yo, j'ai pas demandé d'avoir une sœur jumelle. Si au moins on était identiques, on pourrait s'amuser un peu, jouer des tours à nos amis, à nos enseignants. Elle assisterait à mes cours d'art plastique et moi j'irais à ses cours de mathématiques. Mais nous ne sommes pas pareils, ni à l'extérieur, ni en dedans. Elle est capricieuse, c'est une vraie princesse au petit pois. Je peux pas jouer avec elle au ballon parce qu'elle a peur de se faire mal en l'attrapant. En plus, elle ne porte que des robes et ne veut jamais se salir. C'est plate avec Chloé. C'est elle que je vois dans ma tête quand j'écris le mot « ennui ». On ne doit pas venir de la même planète. Alors, nous voici à l'étage des jeunes de la bibliothèque Théa Saint-Germain et je suis en compagnie de notre nouvelle chroniqueuse, Lucille Denis, orthopédagogue, qui va tenir la chronique « Fenêtre sur la cause ». Alors, Lucille, bonjour. Bonjour, Josée. Bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir accueillie. Qu'est-ce que ça nous raconte, Fenêtre sur la cause? De quoi ça va nous parler? Oui, alors comme je suis orthopédagogue, j'ai à cœur de faire la promotion de la littérature jeunesse puis d'aider les jeunes à travailler la lecture, l'écriture. Fait que je voulais vous partager mon expérience. Parfait. Et cette première chronique, ça va porter sur quoi? Mon enfant ne lit pas. Que faire? Ah, c'est un problème que plusieurs parents rencontrent. Oui, et puis qu'on me pose beaucoup la question. Première des choses, on panique pas. Et puis, il faut savoir que quand tu es adulte, tu es le modèle. Fait que comme parent, on prend des livres, toutes sortes de livres. Ça peut être des romans, ça peut être des journaux, ça peut être des magazines, des bandes dessinées. Et puis, on montre comment faire, comment lire. Tu sais, le sens de lecture, on peut lire avec son enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas le début d'une phrase. Fait que de suivre avec le doigt, ça peut être des apprentissages dès le plus jeune âge. Et puis aussi, on peut prendre des albums sans texte. Et puis, on peut parler, on peut montrer les avantages de la lecture, même quand il n'y a pas de texte. Même avant d'apprendre, donc, les lettres et la lecture. Oui, tout à fait. Il existe
Julie Provencher, qui a sorti ce livre-là, Trucs de lecture, et moi je trouve que c'est super bien fait. Puis elle, c'est une enseignante à la base, puis elle équipe justement les parents. Sa mission, c'est d'équiper les parents pour comment les aider pour promouvoir la lecture des enfants. Souvent, on manque de trucs. Oui. On imagine que le dire, c'est suffisant, Oui. mais il y a sûrement des trucs que vous Exact. pouvez nous suggérer. Exactement. Mais ça peut être aussi installer un coin lecture. Ça peut être dans la bibliothèque ou dans la chambre de l'enfant. Puis ici, on a un bon exemple. La bibliothèque, on a trouvé Oui. ce petit coin lecture-là, très confortable. Donc, les enfants peuvent s'installer et prendre un livre pour le lire, juste pour le plaisir. Oui, ça allie un peu le jeu à la lecture, donc ça en Exactement. fait un plaisir. Puis suite à ça, justement, faire des activités autour d'un livre. Il y a des sites Internet, je pense notamment ces livres-là qui sont extrêmement populaires. Il y a une peluche qui va avec, on Oui. peut habiller, on peut acheter même les vêtements de la peluche, j'ai vu ça. Et puis on peut aller sur Internet, puis sur leur site, il y a des activités de coloriage, de jeux. Fait que ça, c'est vraiment stimulant, puis ça aide à la lecture pour les livres. Puis aussi, faire découvrir des auteurs québécois. Je pense notamment à Élise Gravel, qui est extrêmement connue. Il y a aussi Marianne Dubuc, il y a aussi Daniel Brouillette. Tous ces auteurs-là québécois, on peut après les voir au Salon du Livre. Fait que ça fait Ça la promotion. incite, oui, davantage. Exactement. Puis les enfants sont heureux de les reconnaître, ceux qui ont créé, en fait, les livres qu'on leur propose. Exactement. Puis d'avoir une signature, un autographe dans un livre, c'est vraiment touchant. Puis ça a comme un cachet particulier au livre. Oui. Mais Lucille, c'est déjà tout pour cette première chronique. Grand merci. Ben, merci à toi. Alors, mon coup de cœur de lecture, je vais vous faire voyager en littérature jeunesse. Et c'est la collection des livres Eragon. Pour moi, ça me fait vraiment partir, décoller dans l'univers réel. Et c'est un bon échappatoire pour les petits problèmes quotidiens quand tu t'en vas dans ça. Ces choses ce monde irréel qui est si bien recréé dans les livres d'ailleurs, et qui donne presque à croire que les dragons sont véridiques et que les elfes existent. Alors, même pour ceux qui le veulent, peuvent pratiquer le langage elfique à travers ces livres-là. Sa boîte jeunesse, c'est fort bien construit. L'histoire est consistante et il y a plein de personnages qui entrent en interaction. Et on est toujours avide de découvrir leur caractère. Et ça donne plein d'aventures pour le jeune homme qui veut devenir un chevalier finalement et monter sa fière monture de dragon. Nous voilà installés dans le bibliocafé de la bibliothèque Théa Saint-Germain. Et tel que mentionné, on a cette saison de toutes nouvelles chroniques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur Charles Prémont pour sa chronique « État des lieux ». Bonjour Charles. Bonjour Josée. Je sais Charles que parmi les sujets dont tu vas nous entretenir, il y a celui de la tablette électronique. Moi, j'ai commencé à lire récemment sur la mienne, puis je t'avoue que ça demande quand même une petite adaptation. C'est pas très simple. Ben, c'est simple, mais on n'est pas habitué à cette sensation de lecture-là. Dans le fond, on est habitué au papier, à cette sensibilité-là. Manipuler aussi l'objet, revenir en arrière. Là, on peut le faire, mais c'est différent. Oui, c'est vraiment pas la même chose. Sauf que pour moi, je dois t'avouer que je suis un converti du livre numérique. Je l'utilise beaucoup. Je trouve que ce livre-là nous offre une accessibilité au livre qui est complètement différente en tant que tel. Juste dans la façon d'acquérir les livres, on est chez soi, on va sur Internet, on choisit son livre, on l'a tout de suite. C'est instantané, c'est ça. On choisit, on achète, on l'a entre les mains. Tout de suite, puis on peut commencer à le lire tout de suite. En plus, moi, je t'avoue que, avec ma douce moitié, c'est bien pratique pour lire dans le lit, parce qu'on n'a pas à ouvrir toutes les lumières pour que j'aie une luminosité intéressante pour lire. Donc, puis au Québec, ça marche quand même assez bien, la tablette numérique. Tu n'es pas la seule à t'être acheté un appareil en tant que tel. Surtout qu'au Québec, on a un système de prêt qui s'appelle prêtnumérique.ca. Je ne sais pas si tu l'utilises un petit peu. Avec Théa Saint-Germain, d'ailleurs. Ah oui, bon, tu vois, mais c'est 120 bibliothèques à peu près au Québec, au Nouveau-Brunswick, qui en font partie de ce réseau-là de prêts, qui fait l'envie d'ailleurs de plusieurs pays dans le monde, dont la France, qui tente de s'inspirer de ce modèle-là, qui n'a pas trouvé en fait
tout à fait le modèle qu'elle veut adapter encore. Mais ça nous permet donc d'emprunter, comme si c'était dans la bibliothèque, des livres numériques, mais à partir de chez soi. Puis, on parle dans titres francophones, c'est autour de 160 000 titres francophones qui sont disponibles, 21 000 titres québécois, Quand même, hein? 140 000 titres anglophones. Donc, si on ne trouve pas chaussures à son pied, c'est qu'on a des goûts assez nichés. Il y a de la variété. Puis ça permet de voyager léger aussi. Ça permet de voyager léger. Ça permet aussi de partir en voyage sans se dire « Ah, j'ai 5 livres à apporter. » On peut, si on n'a plus le goût d'un livre, on peut en télécharger un autre à partir de... Oui, au bout de 2 jours, j'ai fini, là. Exact. Ben, il n'y a pas de problème. On en télécharge un autre. On n'est pas obligé de choisir avant. Si on est rendu que notre goût a évolué, on veut lire la suite, finalement, au lieu de commencer l'autre livre, mais on peut le faire aussi. Sous l'inspiration du moment, ce qui nous tente à ce moment-là. Exact. Puis tantôt, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu disais, on peut l'acheter. Malheureusement, au Québec, moi je suis auteur, donc je vais parler, mon jupon dépasse, mais au Québec, le livre numérique se vend en fait assez peu. En 2017, c'est un peu plus que 430 000 livres à peu près qui s'est vendu. Ça peut paraître beaucoup, mais en volume de vente, en fait, ça représente à peine plus de 1% du marché. Si peu que ça. C'est très peu. Puis moi, ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est que le livre numérique, dans le fond, permet, comme dans toutes les autres industries culturelles, dans le fond, permet l'émergence de nouveaux modèles d'affaires. On parle beaucoup d'autopublication dans le monde anglo-saxon, mais au Québec, avec à peine 1% de volume de vente, en fait, on n'a pas la masse critique pour permettre à des nouvelles voix d'auteurs d'utiliser cette voix-là en tant que telle pour se faire connaître. C'est juste pas rentable. Alors, écoute, c'est déjà tout le temps qu'on a pour cette chronique. J'ai bien hâte à la suivante. On aura sûrement bien des sujets à discuter ensemble. Absolument. Merci. Pour cette nouvelle formule du club de lecture, j'accueillerai non pas une, mais 4 invités autour de la table et ensemble, nous allons échanger nos commentaires et nos impressions sur le livre de la semaine. Alors, durant les 5 premières émissions, j'ai avec moi Carole, infirmière à la retraite. Bonjour. Ivana, bibliothécaire. Diane, retraitée du monde informatique. Bonjour. Et Simone, auteure. Bonjour. Bienvenue à vous 4. Pour cette semaine, je vais demander à Ivana de nous présenter le livre qu'elle a choisi. J'ai choisi un livre qu'on a parlé abondamment en 2017. C'est Le Plongeur de Stéphane Larue. On en a parlé abondamment parce que c'est un premier roman pour Stéphane Larue et il a été remarqué. Il a été finaliste pour le prix du gouverneur général et également il a été gagnant pour le prix littéraire offert par, un petit peu, je ne vais pas me tromper, le prix des libraires 2017. Stéphane Larue a une écriture hyper réaliste. C'est une fiction contemporaine. C'est hyper réaliste ce qu'il nous présente. Et ce style-là d'écriture, ça nous permet vraiment de plonger dans un Montréal la nuit, des années 2000, 2002. À travers un personnage, un narrateur qui est jamais réellement nommé. On sait qu'il a à peu près 20 ans. C'est un jeune collégien, il étudie en graphisme et ce personnage-là, le narrateur, donc, a des dettes. Hein? Il fait affaire avec un groupe de musique. Il est invité à faire le graphisme pour la pochette de musique et on le paye grassement pour ça. Il est très bien payé, mais il dépense tous ses sous. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes de jeu. Et pour se sortir de ses engagements monétaires qu'il ne peut pas rencontrer, il va essayer de se trouver un emploi et il va aller faire de la plonge dans un restaurant. Et c'est là qu'on se retrouve dans un rythme effréné où le personnage commence à travailler à la plonge, vit cette espèce de rythme-là et on le sent bien. Stéphane le fait sentir très bien. Cette tension-là qui monte à ces moments-là, qui est très précieux, les descentes aussi quand ça arrête, qu'est-ce qu'on fait, etc. Versus ce que le personnage va lire à travers son problème de jeu, qui est aussi une angoisse montante qui va essayer d'apaiser tout le long, etc. Et c'est un livre que j'ai dévoré, que je conseille à tous et chacun. Et, Stéphane a écrit quelque chose qui est très près de sa réalité. Hein? Il le dit en entrevue, il ne se cache pas. En partie autobiographique. Il travaille encore en partie autobiographique, il travaille encore comme barmaid. D'où
la finesse, hein, quand il nous donne des détails, là. Moi, tu vois, la finesse des détails, c'est ça qui m'a achalé un petit peu. Non, je trouve qu'il y en avait trop de détails. Parce que justement, tu sais, quand il nous raconte, je comprends qu'il nous raconte son rush de restaurant, puis tout ça. Puis dans le fond, lui, c'est un échappatoire pour ne pas aller jouer. Pendant qu'il est au restaurant aussi, tu sais, il va pas jouer pendant ce temps-là, là, il est trop occupé. Mais le détail qu'il y avait, justement, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. D'accord, je comprends la salade, les mises en place, puis tout ça, là, c'est beau. Mais quand il me revient une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, je me dis là, j'ai compris c'est quoi le rush d'un restaurant. J'ai pas besoin qu'on me le répète X fois. Et ce qui m'agace, c'est toi, t'aimes les détails peut-être plus que moi. Et puis c'est peut-être plus un livre de ta génération que de la mienne. Moi, la musique heavy, là, c'est pas vraiment ce que je cherche, puis je comprends peut-être pas tout à fait la même chose. Alors moi, quand il me décrivait tous les enregistrements que son ami avait mis sur son Walkman, puis qu'il écoutait ça, puis que tel... Bon, je dis, c'est quoi cette musique-là? Dans quel état d'esprit il est quand il écoute ça, tu sais? Fait que là, je suis allée faire des recherches. Puis là, OK, il y en a une, en tout cas, là. Écoute, j'ai été obligée de faire 3 recherches de signification de termes pour arriver à comprendre c'était quoi la première musique, le premier terme qu'il voulait dire, parce que ça déboulait d'un à l'autre. Ça, cette recherche-là, tu as désiré la faire parce que tu voulais vraiment t'imprégner de l'histoire? Je voulais comprendre. Parce que c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. On comprend que le personnage... la musique heavy metal, moi, je ne connais pas beaucoup cette musique-là. Alors, j'avais besoin de comprendre comment il se sentait. C'était-tu une musique qui rentrait encore plus davantage dans son problème de jeu et de dette, ou c'était quelque chose qui le relaxait? Mais non. Ben alors, il aurait fallu plus de détails encore pour t'éviter d'aller chercher. Mais j'avais pas vraiment besoin de connaître ses goûts. En tout cas, pour moi, là, non. Mais j'ai quand même aimé beaucoup le détail. Justement, tu sais, quand il nous fait sentir comment il se sent quand il va jouer, comment il se sent... bon, j'ai fini, ben là, je le sais, tu sais, on va jouer un petit peu au casino. Puis là, tu dis, là, il a gagné. Là, tu dis, lâche la machine, tu sais. J'aurais envie de dire, va-t'en, là, t'as gagné. Mais coup de chapeau à la rue, parce qu'il met de l'avant des sujets qui sont pas faciles. Tu sais, le jeu, c'est pas facile de comprendre, de vraiment nous permettre d'être dans la peau d'un dépendant du jeu. Sans qu'on tombe dans le pathétique, sans qu'on tombe non plus dans, tu sais, le pathos. Exactement. Ouais. Puis autant ça que quand il travaille à la plonge et qu'il nous raconte, il installe tellement bien le rythme. Il y a un personnage hyper touchant, on n'a pas encore parlé, mais Bébert. Ah oui, antipode vraiment là, sur son caractère. Ah oui, un ogre. Le yin et le yang. Ah oui. Ah oui, puis attachant, là, on l'aime, mais en même temps, on se dit, mon Dieu, il est perdu, tu sais. Et tous les personnages comme ça sont colorés à leur manière, vraiment. Mais il t'amène dans un monde de dépendance avec tous les dommages que ça peut amener, l'isolement. Mais par contre, il nous donne de l'espoir avec Malik et la persévérance quand on est pris dans ce jeu-là de dépendance. C'est d'avoir de l'aide autour de soi et de ne pas lâcher prise parce que la personne qui est dans cette situation ne le voit pas. Ça se lit bien, on n'accroche pas tant que ça. D'avoir un langage écrit, mais de l'oralité, et qu'on sente à la fois l'écrit, qui est un mode, hein? On ne peut pas écrire comme on parle habituellement, mais de les faire parler et d'entendre des voix comme ça, ça aussi, je trouve que c'est pas toujours donné de réussir à donner une parole comme ça à des personnages, de les incarner aussi bien. Il nous en donne. Généreux. Merci, il nous en donne, on en prendrait plus. C'est tout le temps qui nous est imparti. Merci pour cette critique intéressante et on y reviendra. Bonne lecture. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, nous recevrons l'auteure Anne Deléan et au club de lecture, nous parlerons du livre Rue des Remparts. Sans oublier État des lieux avec Charles Prémont, Fenêtre sur la cause avec Lucille Denis et Littérature jeunesse avec Jean-Marc Camel. À la semaine prochaine.